excusez-moi, je suis Suzy Chevet, chef de projet Cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je m'excuse pour ce petit aléa technique. Cet après-midi dédié à la boîte à outils des cités éducatives, l'idée c'est de vous présenter dans un premier temps tout l'accompagnement de la coordination nationale et puis rappeler voilà des éléments de suivi opérationnel des projets des cités éducatives. Puis dans un deuxième temps, à partir de 15h30, on parlera plus de l'évaluation. Je vais être accompagnée dans ce moment par ma collègue Diana Baendoy, chargée de projet cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires, et par Émilie Van Rentergem de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Le contexte de cette boîte à outils, elle a un aspect assez technique. L'idée, c'est de balayer au cours là de l'heure et demie une présentation vraiment technique du programme. Donc, on va pas être voilà sur quelque chose. Il faut connaître un peu les cités éducatives, en faire partie ou être en tout cas quelqu'un qui arrive dessus. Le premier temps, on va parler un peu de la coordination nationale. Je vais vous présenter comment ça se passe au niveau du pilotage national. Dans un second temps, ma collègue, donc Émilie Van Rentergem, va vous parler de la vie de vos projets, en fait, de tous les outils qui existent autour de celle-ci, les documents, etc. Après, on prendra un petit temps pour répondre à quelques questions dans le chat. Ensuite, on reprendra la présentation avec, cette fois, on va parler plus de l'animation nationale et des ressources disponibles avec celle-ci. Et enfin, on terminera avec des enjeux sur les moyens financiers et humains mobilisés dans le cadre des cités éducatives. On terminera cette séance boîte à outils sur un temps de questions-réponses. On va essayer de prendre un maximum de vos questions dans le chat, donc vraiment n'hésitez pas à en poser dès maintenant, au fur et à mesure, on va nous les remonter. Donc comme je disais, vous verrez que nous, par contre, dans la présentation, on n'ira pas très loin non plus dans certains détails, parce qu'on veut vraiment privilégier tout dans cette réponse aux questions. Et comme je le disais, le temps s'adresse particulièrement quand même aux acteurs des 46 cités qui sont en cours de labellisation, mais également aux acteurs des 80 premières cités éducatives, parce qu'on a tous conscience des enjeux autour du turnover des équipes en particulier. Donc l'idée c'est, pour ceux qui connaissent le question de cité animé un jeudi sur deux, voilà, on est sur une version améliorée du question de cité, ou en tout cas plus approfondie et un peu plus longue. Alors, donc maintenant je vais vous parler de la coordination nationale. Donc, l'organisation de la coordination nationale. Donc, la démarche plutôt, des cités éducatives, elle est portée au national. Elle a une double tutelle politique qui est par le ministère donc chargé de la ville et par le ministère en charge de le ministère de l'Éducation nationale, notamment au travers du secrétariat d'État à l'éducation prioritaire. En plus de cette double tutelle ministérielle, on a des relations très privilégiées avec un certain nombre d'autres ministères et d'administrations centrales. Sur une co-tutelle. Opérationnellement, le portage technique, il se fait par les équipes de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et par donc la Direction générale de l'enseignement scolaire. Donc, du côté de la DGESCO, comme on l'appelle, la démarche est portée par le Bureau de l'éducation prioritaire et des territoires, qui est dirigé par Stéphanie Delozo, qui est accompagnée de son adjoint Thibaut Mainville et de Émilie Van Rentergem, qui est présente avec nous aujourd'hui. Du côté de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'équipe des cités éducatives est constituée donc de 3 chargés de projet, Diana Baendoy, Anna Abadi et Myriam Konaté, et actuellement une stagiaire de longue durée, Céline Caron, et enfin moi-même. Nous sommes situés au niveau de la NCT au sein du programme éducation dans la direction de la politique de la ville. Donc ça vous donne des visages au cours de cet après-midi sur un certain nombre de noms que vous voyez habituellement dans les mails et dans les réponses ou au téléphone. L'ANCT et la DGESCO se réunissent au moins 2 fois par mois en secrétariat permanent afin de traiter donc les différents sujets qui sont en cours. On a vraiment une relation, c'est très important, on communique énormément entre les deux ministères. Enfin, entre ce secrétariat permanent et ses cabinets, on a le binôme de coordinateurs nationaux. Donc Frédéric Bourtoumieux, qui est directeur du programme d'éducation à l'ANCT côté politique de la ville, et Thierry Tesson, qui est inspecteur d'académie. Donc ce sont à la fois ces 2 coordinateurs nationaux, des membres de l'administration, mais donc également du fait de cette charge, de cette mission de coordination, ils ont un positionnement qui leur offre une capacité d'interpellation et d'action assez spécifique pour mener à bien cette démarche qui est assez intéressante au quotidien et qui nous permet d'aller un peu plus loin. Donc ça c'est pour la coordination nationale. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on prendra les questions ensuite.
Je vais maintenant passer la parole. Ah pardon, un petit oubli, excusez-moi. Avant de passer la parole, nous allons mettre dans le chat également un drive. Vous allez le voir apparaître bientôt. Sur ce drive important, vous allez retrouver la plupart des documents que nous allons citer dans la présentation qui arrive. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus parce que vous aurez comme ça directement les documents dont nous allons parler. Je vais maintenant donc cette fois passer la parole à ma collègue Émilie Van Rentergem, qui va donc vous dérouler les étapes du projet de cité éducative. Merci Suzy, bonjour à tous et bienvenue. Sur le projet de vie de la cité éducative, il y a essentiellement 3 grandes étapes. La première étant l'étape de candidature, avec l'identification des territoires qui s'effectue à travers un travail fin, finalisé et réalisé par les recteurs et les préfets. Pour les territoires, il s'agit de grands quartiers d'habitat social de plus de 5000 habitants, présentant des dysfonctionnements urbains importants et avec des enjeux de mixité sociale. Par ailleurs, il a été tenu compte des enjeux d'aménagement du territoire et également du volontarisme des élus locaux. Donc, deuxième partie de cette première phase pour la candidature, le montage des dossiers. Donc, il s'effectue à partir d'un bilan partagé, relevant aussi bien du champ scolaire, c'est-à-dire des projets pédagogiques, des partenariats existants déjà, le volet éducatif du contrat de ville, et également des dispositifs d'accompagnement, comme les cordées de la réussite, les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Ensuite, pour ce montage de dossier, il faut définir de grands axes stratégiques du projet de la cité, donc c'est-à-dire préciser les objectifs principaux pour répondre aux enjeux locaux en fonction des 3 grands axes du programme des cités éducatives. Définir la gouvernance, le mode de gouvernance, aussi bien un pilotage global qu'un pilotage resserré, et la maîtrise d'ouvrage à travers notamment le rôle du chef opérationnel. Enfin, une réflexion est mise en place sur l'évaluation à travers la définition d'indicateurs de suivi et d'évaluation du projet. Enfin, on vous demande de développer une phase de budget avec le financement des principaux dispositifs d'accompagnement éducatif. Troisième point pour ce dossier de candidature, le rassemblement des acteurs, ce qui définit la grande alliance éducative. Donc c'est une vision des acteurs présents sur le territoire, dans le quartier, même au-delà du quartier, et de ceux qui pourraient se mobiliser dans le cadre des cités éducatives. Donc l'ambition des cités n'est pas un dispositif de plus, mais c'est bien de mieux coordonner les dispositifs existants et d'innover pour aller plus loin. Donc il s'agit de mettre en évidence toutes les forces territoriales et également relever les manques et le besoin, le tout en identifiant quelques thématiques phares qui seraient particulièrement investies dans le cadre du déploiement de la cité. Deuxième phase de ce projet, la labellisation. Donc pareil, 4 moments dans la labellisation. L'approfondissement des plans d'action. Donc là, il s'agit surtout de confirmer les priorités, de faire une synthèse des axes stratégiques développés sur 3 ans. Une répartition des moyens humains et financiers. Il s'agit surtout de confirmer donc les cofinancements et les engagements réciproques de chacune des parties prenantes à travers un tableau d'action et de financement sur 3 ans. Ensuite, des documents juridiques, le conventionnement, donc 2 conventions, la convention cadre triennale entre l'État et la ville. Elle fixe les orientations stratégiques et le plan d'action de la cité, ainsi que ses modalités d'organisation, de financement, mais aussi d'évaluation. La convention de groupement, appelée également convention de mutualisation des fonds des cités, est annexée à la convention cadre, car c'est la convention cadre qui régit les modalités de fonctionnement des fonds de la cité. Enfin, un cadrage au niveau des enjeux évaluatifs, puisque chaque cité fournit un protocole d'évaluation. Il se réfère à l'article 15 de la Convention cadre et son format est libre.
Donc la cité établit un protocole de suivi et d'évaluation précisant la gouvernance prévue, les objectifs, le public ciblé, le calendrier prévisionnel du déploiement des actions, l'effet levier prévu et les indicateurs de suivi de résultats, voire même d'impact. Le préfet et le recteur organiseront donc chaque année avec les partenaires une revue de projet qui permettra de mesurer l'avancée réelle du projet au regard des priorités de la cité. Donc on arrive à la phase 3, la phase justement de la vie du projet à travers le suivi opérationnel et financier, c'est-à-dire la revue de projet, qui est un rendez-vous d'anticipation de la suite du projet, plus qu'un bilan d'exécution financière de l'année civile. Donc, il est défini dans l'article 14 de la Convention cadre que la revue de projet est un moment stratégique dans le déploiement du projet qui permet à toutes les parties prenantes de faire chaque année le point sur l'avancement du projet. Ces rendez-vous réguliers servent de référence sur lesquels s'appuyer pour la suite de la démarche. La revue de projet constitue donc un moment au cours duquel on aborde les points qui entravent le bon déroulement du projet. Elle permet aussi d'avoir connaissance des réussites observées dans une optique de capitalisation et de partage de bonnes pratiques. Chaque territoire est libre d'organiser les modalités de sa revue de projet. Néanmoins, celle-ci s'organise autour de 3 grands points. Une réunion technique préparatoire en amont, c'est une étape essentielle qui permet de préparer les documents à transmettre. Ensuite, la revue de projet en tant que telle, qui réunit l'ensemble des parties prenantes pour exposer l'avancement des opérations et l'analyse des résultats, le compte-rendu. Donc justement, ce compte-rendu opérationnel et financier sera constitué d'une partie bilan opérationnel et financier, mais également d'une partie perspective. Il y aura également une note de la revue de projet de la cité qui doit comporter l'avis du préfet du département sur l'avancement du projet. Et lorsqu'un territoire compte plusieurs cités éducatives, une brève synthèse de la dynamique territoriale est également attendue. La phase de l'évaluation, je ne vais pas la développer ici puisque la boîte à outils suivante traitera du sujet. Et enfin, pour la participation dynamique de réseau, je laisserai la parole à Dienaba Endel après les questions que vous souhaitez nous poser sur ce sujet. Voilà, je vous remercie et nous allons prendre quelques questions. Donc, bon, je n'ai pas de questions pour le moment. Alors, je vais peut-être m'en profiter pour faire une petite précision sur la revue de projet, quand même, parce que en fait, ça va arriver assez rapidement cette revue de projet. On l'attend pour la fin de l'année. Néanmoins, comme l'expliquait Émilie, elle a bien détaillé, il y a un certain nombre d'étapes quand même qui sont importantes pour que cette revue soit qualitative et puis, enfin voilà, faite dans les règles de l'art. On va vous transmettre en fait des documents en ce sens, notamment pour les 46 nouvelles cités éducatives, les 80 premières, enfin futures cités éducatives. Les 80 premières ont déjà l'habitude, voilà, l'année dernière. On a essayé, par rapport à l'année dernière, de prendre en compte notamment les retours qui avaient été faits sur les documents qui étaient à renvoyer, voilà, d'essayer un peu de faire un effort de simplification aussi de certains de ceux-ci. Donc, on va vous envoyer d'ici au plus tard début juillet, en fait, tous les éléments nécessaires à la préparation de la revue de projet pour la fin de l'année. C'est relativement tôt pour vous les envoyer, mais néanmoins c'est nécessaire parce que ça vous permet comme ça fin août au retour notamment des congés d'être déjà, enfin avec les outils pour enfin voilà, mener à bien et organiser celle-ci sur la fin de l'année. Donc voilà, donc je me permets un petit voilà, parce que c'est souvent un sujet un peu d'inquiétude, voilà, ces enjeux où il faut un peu voilà rendre des comptes notamment au final au national. Il faut bien garder en tête, comme disait Mimi, que c'est un moment de retour sur le projet, que c'est voilà, pas un moment où on vient dire si le projet est bon ou pas, mais bien comment il fonctionne et comment on peut le faire fonctionner encore mieux. Et nous, on regarde ces revues de projet vraiment dans cet esprit aussi quand on fait une relecture de celle-ci. Et ensuite une synthèse qu'on vous communique sur l'ensemble des revues de projet.
Alors, ça a Suzy, réveillé les ouais. questions. Je t'en prie, Jenava. Oui, donc je vais vous poser la question, Suzy et Émilie. Pour les cités en cours de labellisation, quel sera le calendrier pour la signature des conventions? Alors, on vous a transmis avec la note d'exécution financière que normalement vous avez dû recevoir il y a là quelques semaines pour la note d'exécution financière et il y a 15 jours pour la convention, convention type donc, pardon. Et celle-ci, une fois la labellisation et notamment surtout les financements attribués, sera signée dans les meilleurs délais. Nous, après, en termes de calendrier de signature, en fait, plutôt la convention est signée, plutôt les financements peuvent être versés. En fait, les crédits sont disponibles. Donc c'est ça surtout. En soi, pour nous, c'est pas une difficulté si la convention est signée, par exemple, au mois d'octobre. Néanmoins, ça crée un petit blocage, c'est-à-dire que les crédits, eux, ne sont pas encore voilà. Mais par contre, si vous êtes très réactif, ça veut dire que dès la répartition des crédits et l'annonce du financement disponible pour votre territoire, vous pouvez quasiment avoir très rapidement ceci mis à disposition. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que Suzy, tu peux repartager ton écran et on Oui. va poursuivre la présentation. Pardon. Pardon. Donc, je vais prendre la suite d'Émilie pour vous présenter le réseau national et ses ressources. Donc, nous souhaitons en fait au niveau de la coordination nationale créer une dynamique partenariale entre les acteurs et leur offrir aussi des ressources pour mener à bien leurs projets. C'est pourquoi nous vous proposons d'une part des espaces d'échange et de partage, donc à savoir les groupes pilotes. Ceux-ci ont été lancés sur une dizaine de thématiques, petite enfance, santé, renouvellement urbain, citoyenneté, je ne vais pas tous les citer, mais vous les avez à l'écran. Et leur pilotage est confié à des institutions ou acteurs associatifs experts dans leur domaine. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux cités d'échanger entre elles sur des thèmes précis, de partager leur expérience et de trouver aussi des ressources utiles pour elles sur leur territoire. Nous avons également comme autre espace un forum des initiatives qui constitue un temps de présentation des offres de services de nos partenaires, qu'ils soient acteurs institutionnels ou associatifs, et qui permet une mise en lien entre eux et les cités éducatives intéressées. Donc, pour votre bonne information, voilà, les replays des précédents forums sont disponibles sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller y jeter un œil. Et enfin, nous avons le volet vraiment animation territoriale avec les centres de ressources de politique de la ville et le réseau de Canopé, qui sont les partenaires territoriaux de la coordination nationale, proposant aux cités éducatives des espaces d'échange, des ateliers pour permettre un accompagnement au plus près des besoins des cités et de leur réalité territoriale. Néanmoins, il y a une particularité à mentionner, c'est que l'animation proposée par ces deux acteurs est définie localement en fonction des ressources donc de chaque CRPV et de chaque atelier Canopé. Donc l'offre va varier selon les territoires. Donc, une fois ce bloc fait sur les espaces d'échange et de partage, nous vous mettons aussi à disposition un certain nombre d'outils. Donc, vous les avez à l'écran sur la slide, notamment donc la boîte fonctionnelle que vous connaissez bien, citééducative@nct.gouv.fr, qui est vraiment disponible pour toute question, tout renseignement sur le programme des cités éducatives. Nous, sur cette boîte-là, on a vraiment la volonté d'être réactif le plus possible pour vous accompagner donc au mieux. Il y a également donc le temps question de cité et ces FAQ. Donc de quoi s'agit-il? Voilà, ce sont des temps d'échange libres entre les coordinateurs nationaux et les cités éducatives sur 45 minutes, une fois sur deux le jeudi à 14h. Donc nombre d'entre vous ont déjà assisté à ces temps. Et donc sachez que les liens de visio sont envoyés aux acteurs via la newsletter des cités éducatives. Donc voilà, surveillez bien les newsletters, on vous met les liens Zoom dedans. Ensuite, on a la newsletter mensuelle des sites éducatifs qui rassemble les dernières actualités
et toute inscription est à demander sur notre boîte fonctionnelle. Nous avons aussi le site internet des cités éducatives qui constitue une vitrine nationale pour les cités. On va y retrouver une page nationale avec les dernières actus, mais aussi des pages locales qui sont alimentées donc par vous, acteurs des cités éducatives. Et je termine enfin par le réseau de la grande équipe, qui est une plateforme collaborative ouverte aux acteurs de la politique de la ville et qui permet vraiment d'avoir une dynamique interacteur plus locale et plus approfondie. Suzy, je te laisse poursuivre. Merci Eva. Moi je vais poursuivre sur les moyens humains et financiers du programme. La démarche des cités éducatives, notamment en termes de pilotage en local, laisse volontairement place à une importante marge de manœuvre pour organiser la gouvernance de chaque cité éducative et qu'elle s'adapte aux particularités du territoire. Il n'est pas prévu à ce stade de définir précisément les missions de chaque membre de la Troïka. Néanmoins, il y a un invariant qui réside dans l'existence de cette Troïka, des membres qui la composent et du partage de cette responsabilité de la cité éducative entre ses membres. Donc la Troïka, elle est composée de la préfecture de département, des services de l'éducation nationale, en particulier au travers du principal de collège des chefs de file de la cité éducative et d'une collectivité porteuse. En plus de cette troïka qui porte la responsabilité de la cité éducative, les circulaires, notamment les instructions FLO de février 2019 et novembre 2020, prévoient que l'éducation nationale identifie dans ses réseaux locaux un chef de projet opérationnel. Ainsi, chaque cité éducative dispose d'un chef de projet opérationnel éducation nationale à mi-temps. Et par ailleurs, dans un certain nombre d'autres cités, les troïkas ont fait le choix de recruter en complément un chef de projet opérationnel au sein des services de la ville. Il arrive même que ces deux chefs de projet, parfois sont deux, parfois sont une seule personne qui va réunir plusieurs casquettes. Là-dessus, je vous invite vraiment à aller regarder le replay de la table ronde qui s'est tenue hier à ce sujet. Donc hier, il y avait une table ronde en introduction sur le positionnement du chef de projet opérationnel. Le replay sera disponible d'ici demain sur la plateforme du Printemps des Cités, dans le petit onglet replay que vous avez quand vous arrivez sur le programme. Ensuite, autour de cette troïka et de ce portage opérationnel, on a une très grande variété de partenaires qui sont impliqués à des niveaux plus ou moins proches du pilotage stratégique. Ça va vraiment dépendre des territoires. On a des territoires sur lesquels, au sein de la troïka, sont intégrés par exemple parfois les CAF, les caisses des écoles, des collectivités, par exemple les intercos. En fonction du reflet, qui va être le reflet du territoire, en fait, il y a des acteurs qui sont mobilisés sur ces sujets. Donc il y a pas de cité éducative quand même qui se ressemble là-dessus, et notamment deux portages de cités éducatives identiques. C'est assez spécifique. Donc ça, c'est pour les moyens, ce que nous on appelait les moyens humains, mais en fait c'est le pilotage de la cité éducative en elle-même. Ensuite, sur les moyens financiers. Donc la démarche partenariale et globalisante des cités éducatives, elle vise prioritairement la mobilisation d'un ensemble de politiques publiques qui sont préexistantes sur les territoires concernés. Donc cette mobilisation, elle s'entend également des ressources financières qui sont affectées. Néanmoins, afin de faciliter quand même l'accompagnement de tous ces projets locaux, une enveloppe spécifique est dédiée au programme des cités éducatives sur le programme 147 de la politique de la ville. Attention, elle diffère cette enveloppe des autres moyens habituels du 147. Donc ça, c'est important. C'est vraiment une enveloppe spécifique aux cités éducatives. Donc là, vous voyez cette enveloppe citée. Donc c'est la fameuse enveloppe là sur laquelle, notamment pour les 46 futures cités éducatives, on attend la répartition. Par ailleurs, sur le collège chef de file de la cité éducative, un fonds de la cité est alloué chaque année à ce collège. Il est abondé paritairement par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports à 15 000 € sur le programme 230 du scolaire et par le ministère délégué à la ville, également via le P147. Alors on aurait dû faire le petit lien, c'est-à-dire dans l'enveloppe de la cité éducative, mais c'est un financement, on va dire, obligatoirement qu'il faut décrocher, également de 15 000 €. D'autres partenaires de la cité peuvent aussi abonder ce fonds. Le fonds de la cité, donc ce petit fonds qui est rattaché notamment au collège,
il vise à être utilisé de manière assez souple, c'est ce qu'on dit un fonds burette par les acteurs des cités éducatives pour financer des actions qui sont à destination des enfants et des jeunes de la cité ainsi que de leurs familles. Donc lui, autant l'enveloppe de la cité éducative, les crédits spécifiques, eux, ont une citation assez large, autant le fonds de la cité, il est vraiment dédié aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Il a par exemple pas vocation à prendre en charge des frais de gestion administrative ou budgétaire, etc. Ou par exemple à financer des postes type ceux des coordinateurs de projet ou ce type de poste. Donc ça voilà, c'est pour le fonds du collège. Je ne sais pas si Émilie, peut-être souhaitez-vous rajouter quelques éléments sur ces moyens humains et financiers pour qu'on fasse une intervention vraiment ville des GEFCO. Merci Suzy. Non, peut-être juste préciser que le fonds de la cité peut être abondé par tout partenaire extérieur qui souhaiterait abonder le fonds de la cité. Et effectivement, le collège chef de file dispose du financement pour les élèves du second degré, mais également pour les activités des élèves du premier degré. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous, on arrive au bout de notre courte présentation. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de prendre vos questions. Donc, peut-être, Djenaba, si tu souhaites nous remonter les questions. Djenaba, je pense. On ne t'entend pas. Oui. Pardon, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Oui, donc je disais donc une première question sur l'annonce des financements pour les nouvelles cités éducatives. Donc Suzy, Émilie, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus le calendrier? Oui, tout à fait. Donc, la prochaine étape, c'est le 31 mai. Nous sommes en attente des plans d'action des 46 nouvelles cités éducatives. Sur la base en fait de ces plans d'action, que nous allons donc étudier en détail, seront répartis en fait les financements disponibles. Donc pour les nouvelles cités éducatives, là, les 46 nouvelles qui sont en cours de labellisation, on a un fonds de la cité, on a une enveloppe qui s'élève à peu près à entre 15 et 20 millions d'euros pour cette année, donc qui va être répartie entre toutes les cités éducatives. L'objectif, c'est qu'on vous ait donné les montants d'ici fin juin au plus tard. Ce sera annoncé par les cabinets, par les ministères. Voilà, dites la parler de nous. Merci Suzy. J'enchaîne du coup. Est-il possible de distinguer les temps d'échange entre anciennes cités, nouvelles cités, car les préoccupations et questionnements sont différents? Donc, je pense que ça renvoie notamment au temps question de cité qu'on a présenté, qui concerne les troïkas à la fois là, des 80 premières cités et des 46 nouvelles. Je vous laisse répondre. Alors là-dessus, on est assez partagé en fait. Effectivement, notamment sur les questions de cité, on s'est posé plusieurs fois la question de réserver ou non. D'ailleurs, une fois, on a réservé ce temps aux 46 nouvelles cités éducatives. Il y a un intérêt quand même aussi à ce que les 46 nouvelles cités éducatives puissent entendre les échanges en cours au niveau des 80 premières en fait, dans une idée aussi justement que les acteurs puissent s'enrichir entre eux. Donc voilà, donc on va néanmoins dédier quand même des temps spécifiques, bien sûr, de façon à répondre à vos questions. Mais c'est vrai que par exemple, si vous pensez aux questions de cité, on trouve intéressant que des acteurs des 80 premières puissent répondre aux questions en fait des 46 qui arrivent. Merci Suzy. Donc il y a une personne qui nous demande comment s'inscrire à la newsletter. Donc je m'excuse, j'ai peut-être pas été très claire tout à l'heure, mais vous pouvez nous contacter sur la boîte fonctionnelle citééducative@anct.gouv.fr et demander voilà à être inscrit à cette newsletter. Ensuite, donc une autre question, le fonds mutualisé peut-il être abondé? Voilà, est-ce que Suzy, tu peux repréciser qui abonde ce fonds? Donc on a entendu que c'était à la fois le ministère de la Ville et le ministère de l'Éducation nationale, mais donc il y a d'autres partenaires qui peuvent abonder ce fonds. Oui, alors je peux aussi laisser Émilie peut-être répondre, peut-être qu'elle sera plus claire que moi dans ces cas-là.
Oui, effectivement. Donc le fonds de la cité, donc on a du P147 Ville et P230 EducNat, mais effectivement d'autres partenaires qui le souhaiteraient peuvent abonder ce fonds sur des actions à destination des élèves du premier et du second degré. Ce n'est pas uniquement fermé sur les 2 fois 15 000 euros du fonds de la cité. Voilà. J'espère être assez précise. Merci Émilie. Donc, je continue. Les postes de chef de projet opérationnel doivent-ils être exclusivement sur des missions citées? Est-ce que des missions liées donc au PRE, programme de réussite éducative, ou au PEDT, pardon, peuvent être rattachées à ce chef de projet? Alors tout à fait, ça c'est une question intéressante qui rejoint vraiment le cœur de la cité éducative, la question de la coopération des dispositifs et puis surtout leur articulation. Nous, on est très favorable, enfin plutôt très favorable, assez favorable à un cumul de certaines des casquettes. On a des cités éducatives sur lesquelles le coordinateur PRE en fait est également chef de projet, enfin ou opérationnel ou coordinateur de la cité éducative. En fait, c'est assez régulier. Voilà, il y a des cités éducatives qui ont vraiment monté leur cité éducative aussi parfois sur le PRE, qui sont partis du PRE comme on va dire, du dispositif de base sur lequel ils ont construit la cité éducative, ils l'ont étendu et ils l'ont élargi. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la table ronde sur le chef de projet opérationnel là-dessus, parce que ça va vous montrer la variété des organisations qui ont pu être adoptées sur ce positionnement. Donc ensuite, on a une question plutôt sur les modalités d'exécution financière. À quelle période recevrons-nous la notification de l'enveloppe 2021 pour les anciennes cités éducatives? Alors, je pense si... Ouais. Ouais. Donc, effectivement, pour les anciennes cités éducatives, l'an dernier, vous deviez signer la convention cadre, et c'est ce qui déclenchait en fait le versement des crédits. Et par contre, pour les années suivantes, donc 2021-2022, on vous demandait de transmettre un certain nombre de documents, donc la revue de projet et le protocole de suivi et d'évaluation. Donc, à partir du moment où ils sont transmis, on vous invite vraiment à prendre contact avec le niveau régional, hein, la préfecture de région, pour qu'ils vous délèguent les crédits tout simplement. Mais il faut bien donc avoir transmis la revue de projet donc à la coordination nationale, ainsi que le protocole d'évaluation. Et si je ne m'abuse d'Inaba, je pense qu'on a quasiment tout le monde, peut-être genre quelques exceptions, mais dans oui, on a quasiment tout le monde effectivement, donc ça devrait être délégué incessamment sous peu. Alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je suppose que ça devait être relativement clair. Bon, je vais patienter une petite minute quand même pour laisser le temps. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été interpellées quand même par le discours de la ministre de la Ville hier. Je me pose la question à l'occasion du discours d'introduction. On a commencé à parler un peu plus sérieusement hier. Enfin, en tout cas, la ministre de la Ville a plus sérieusement parlé de l'extension à 74 nouvelles cités éducatives pour 2022. Donc, qui devrait en théorie passer cette fois par un système de labellisation un petit peu différent, qui serait plus dans un format appel à manifestation d'intérêt avec un seul dossier à construire, et ensuite voilà une sélection. Donc je me dis que ça peut être le moment de donner quelques informations comme celle-ci. Donc je vous invite vraiment à aller regarder, si vous ne l'avez pas regardé, le replay de la cérémonie de lancement hier, avec les interventions de la secrétaire d'État et de la ministre de la Ville. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc voilà, si tout est très clair pour les acteurs, on va pouvoir clôturer ce moment de présentation. Bon, peut-être que je peux faire un décrochage sur la plateforme.
Je vais en profiter dans ces cas-là pour vous Oui, parler de la oui, oui, bah plateforme vas-y, Suzy. éducative plus en détail. Je vais vous laisser un petit peu le temps aux questions au cas où. Voilà, si vous avez plus de questions, vraiment pour que vous puissiez avoir le temps de réfléchir, n'hésitez pas à regarder les documents sur le Drive. Il y a la note d'exécution financière, il y a toutes les foires aux questions, des questions citées qu'on a remis dessus. Voilà, il y a plein de choses. Sur la plateforme, enfin le site internet des cités éducatives, les 46 nouvelles cités éducatives aussi vont bénéficier de leur page sur cette plateforme. C'est un outil très important parce que donc c'est à la fois une vitrine, mais c'est aussi un moyen d'échange entre les territoires ou sur les territoires. Il y a vraiment le réseau de la grande équipe. C'est une plateforme collaborative au sens le plus rigoureux, dans le sens que vous pouvez créer des groupes de travail, mettre des documents, même des documents partagés. Sur le site internet, on n'est par contre pas sur un niveau collaboratif à ce point-là, mais par contre, il y a vraiment un échange. Nous, de vos pages locales que vous alimentez, on va remonter des informations sur la page nationale. De la page nationale, nous comme ça, on peut voir ce qui se passe au local. C'est quand même vraiment très intéressant pour alimenter aussi les newsletters, pour communiquer un peu ce qui se passe sur les territoires. Et il y aura donc des petites sessions de formation, des petits modules de prise en main de cette plateforme parce que donc chaque cité éducative gère sa page locale. Donc ça, on reviendra vers vous en temps voulu là-dessus. Je vois qu'on a quelques questions. Ça va permettre de faire venir les questions. Ouais. Oui, Alors, il y a madame. il y a quelqu'un qui... Pardon, vas-y, c'est là-bas. Pardon, vas-y. Non, alors il y a oui effectivement Madame Sophie Arzel qui travaille à la cité éducative de Saint-Nazaire qui a participé donc aux échanges d'hier sur la table ronde de chef de projet opérationnel. Donc voilà, elle est à votre disposition pour répondre à toute question sur ce sujet. Une personne vient également de nous rejoindre et nous demande s'il est possible d'avoir quelques éléments. Alors sachez que ce webinaire en fait sera disponible en replay dès demain sur la plateforme des cités éducatives. Et par ailleurs, nous avons constitué un Google Drive avec différents documents, enfin les documents qu'on a évoqués, la note d'exécution financière, les modèles de convention cadre, les FAQ des questions de cité, etc. Vous pourrez vraiment retrouver l'ensemble de ces éléments sur le Drive. Normalement, notre collègue Myriam Konaté a dû partager le lien du Drive dans le chat, donc on vous invite à aller dessus. Je vais compléter je vois sur Madame Sophia Arzel qui nous remercie en plus pour notre réactivité. C'est très gentil. Merci beaucoup, Madame Arzel. Je vais en profiter pour indiquer que sur la plateforme du Printemps des cités éducatives, il y a un espace networking. Si vous allez là dans les différents petits onglets que vous allez sur le côté, vous pouvez solliciter par exemple directement Madame Arzel si vous avez des questions à lui poser sur son positionnement de chef de projet opérationnel. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Vous pouvez donc vraiment vous mettre en lien directement avec des intervenants que soit les intervenants, soit des personnes d'autres cités éducatives. Donc je vous invite à aller explorer celle-ci, en réponse aux attentes sur les échanges. Alors, on a de nouvelles questions qui viennent d'arriver, notamment sur le cofinancement État-collectivité. On demande aux acteurs qu'ils soient à la hauteur de 30 à 50%. Est-ce que les crédits droit commun sont intégrés dans ces calculs? Alors là-dessus, on souhaite quand même voir arriver des financements nouveaux. Après, il y a une tolérance qui est quand même assez large pour intégrer les crédits de droit commun. Néanmoins, il y a quand même vraiment une attente, à ce qu'il y ait un effet levier aussi sur le territoire, notamment de la part des collectivités. C'est assez important. Une autre question, toujours sur le sujet financier. En dehors du fonds de la cité, les financements sont versés de quelle façon? Sont-ils versés à un des membres de la Troïka ou aux trois? Question. On est sur un petit nœud. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Troïka, de la façon dont elle choisissait aussi de s'organiser cette Troïka, au-delà de l'invariant des trois principaux membres. Ce que ça a impliqué derrière, en fait, c'est que l'exécution financière sur chaque territoire dépend également des choix de la Troïka.
Donc, en fait, on a des territoires sur lesquels la préfecture va conserver les crédits et dans un schéma assez classique, en fait, on va venir déposer des demandes de subventions sur Dauphin pour permettre le versement de ces crédits donc à une association puis à tel ou tel autre partenaire de la cité éducative. Toujours, bien entendu, par contre, un plan d'action qui est partagé et validé par les membres de la Troïka. Mais c'est la préfecture qui va, on va dire, garder la gestion financière des crédits. Ensuite, on a d'autres systèmes sur lesquels cette enveloppe va être répartie dans son exécution financière sur plusieurs acteurs. Par exemple, l'enveloppe a pu être déléguée à un GIP ou à une caisse des écoles, qui va être en charge ensuite de financer les différents projets de plan d'action qui auront été validés entre les différents acteurs. Donc ça, c'est une particularité de la cité éducative, cette forme de liberté dans l'exécution financière. Je vous invite vraiment à aller lire la note d'exécution financière pour 2021, qui est donc sur le Drive et qui explique tout cela en détail avec des mots bien précis, plus voilà les différentes façons. Je crois qu'on a fait le tour des questions pour le moment. Très bien. Eh bien, écoutez, si c'est la fin, nous allons vous remercier, je pense. Pardon, Émilie, vous souhaitez dire un mot pour terminer peut-être? Non, juste nous vous remercions vraiment de participer à ce printemps des cités et à toutes les possibilités qui vous sont offertes de vous exprimer à nos côtés ces 15 jours. Voilà, donc on vous retrouvera sur d'autres moments ces deux prochaines semaines. De mon côté, voilà, j'ai un très gros regret, c'est de ne pouvoir rencontrer les acteurs. Comme on dit, voilà, notamment au national, enfin voilà, c'est un peu complexe d'animer, comme pour vous, hein, ce programme en local sans venir en rencontre, sans voilà, en étant uniquement par téléphone, par mail ou éventuellement par Zoom. Donc on espère vraiment, et ça je parle au nom je pense des équipes de la DGESCO et de la NCT pour pouvoir revenir très vite, enfin venir tout court d'ailleurs très vite sur vos territoires pour vous rencontrer, pour échanger. C'est vraiment une attente très forte qu'on a, mais pour l'instant, on n'a pas la liberté pour venir sur les territoires. Ça nous isole un petit peu. Donc, on espère que vous trouvez en tout cas une part de réactivité dans les questions. On a une dernière question, Suzy, qui vient d'arriver, peut-être avant qu'on clôture l'échange. Est-il possible de procéder au recrutement du chef de projet avant l'annonce de la labellisation? Donc, alors sur ça, vas-y, je te laisse répondre. Non. Vas-y, Suzy. Si tu voulais. Pardon. Donc, pour le coup, l'annonce de la labellisation doit être faite par les ministres. Donc nous, voilà, là-dessus, tant que la labellisation n'est pas faite, la labellisation n'est pas faite officiellement. Après, nous vous avons transmis récemment normalement des courriers en tout cas des mails de la part des coordinateurs nationaux que vous avez dû recevoir là les derniers jours, voilà, qui font état notamment de soit de l'absence de difficultés, soit éventuellement de petits compléments qui sont attendus, notamment pour pouvoir bien valider cette labellisation. Donc voilà, si voilà, il y a toujours un risque puisque la labellisation n'est toujours pas acquise, ça je ne le cacherai pas. Néanmoins, voilà, s'il n'y a pas eu de difficulté particulière remontée, en théorie, vous pouvez commencer à regarder pour le recrutement du chef de projet, en sachant que dès que la labellisation sera acquise, vous aurez accès notamment à une avance sur les crédits. Ce sera possible de solliciter une avance. Tout à l'heure, on parlait de quand est-ce que les crédits seront disponibles. Les crédits donc seront disponibles une fois la convention passée. Néanmoins, ce sera possible de solliciter une avance qui pourra notamment servir à financer de l'ingénierie dans l'attente de la signature de la convention. Merci Suzy. Alors, plus de questions. Donc, on va pouvoir clôturer. Finalement, on aura tenu 45 minutes comme le format habituel de questions de cité. On n'aura pas dérogé à la règle.
Bon, sur ce, nous vous remercions tous beaucoup pour votre participation. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Et puis, on va sûrement retrouver certains sur, pareil, la boîte à outils dédiée à l'évaluation juste après. Merci beaucoup. Merci. Merci.